Bonjour Marie Chétrit, merci d'être avec nous. Tout de suite, cette question: qui n'a jamais entendu: si tu n'allaites pas ton enfant, tu n'auras pas de lien avec lui aussi fort que tu pourrais l'avoir. Si tu le surveilles trop, il va devenir anxieux, ou alors il faut le frustrer parce que ça lui apprend la réalité de la vie. Oui, beaucoup d'infos, de vidéos, de conseils, d'injonctions sur la parentalité circulent sur les réseaux sociaux, vous l'avez sûrement remarqué. Alors comment démêler le vrai du faux? Eh bien justement, notre invitée Marie Chétrit, aujourd'hui, vous allez nous aider parce que vous êtes ce qu'on appelle une désinfluenceuse parentalité. Vous êtes aussi scientifique, mais vous vous êtes donc spécialisée dans la vérification d'informations adressées aux parents sur les réseaux sociaux. Et dans les ouvrages aussi, d'ailleurs, grand public, ça ne touche pas forcément que les réseaux sociaux. Et vous publiez donc ce livre, le guide anti-fake news de la parentalité chez Solar. Et donc, vous vérifiez, c'est très intéressant parce que vous posez donc des questions. Voilà, je vais en tomber sur une, des idées reçues en tout cas. C'est vrai que je vais traumatiser mon enfant en lui lisant une histoire qui fait peur le soir. Et vous expliquez les cas, et puis surtout vous donnez une explication aussi scientifique et une conclusion. C'est très intéressant. Comment ça vous est venu d'ailleurs ? Ça m'est venu parce que je suis une maman, que j'ai des jeunes enfants, que j'ai commencé à aller sur les réseaux sociaux à la naissance de mon dernier, qui est né en 2015. Et là, j'ai assisté à une multiplication de questionnements qui englobent absolument tous les aspects de la vie d'un enfant. La moindre action parentale, visiblement, doit être maintenant sous-pesée et soutenue par des données scientifiques. Donc ça m'a quand même assez surprise et j'ai voulu aller vérifier tout cela. Alors, c'est vrai qu'il y a un constat à faire, c'est qu'avec les réseaux sociaux, il y a de plus en plus d'informations comme ça qui circulent sur ce qu'il faut faire ou non quand on est parent, quand on va le devenir. Et notamment ce mouvement qui s'est propagé, qui s'appelle celui de l'éducation positive. Alors ça, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Et on voit sur les réseaux sociaux des influenceurs qui se sont spécialisés en coaching pour parents fatigués ou des pseudo-experts en éducation positive. Il y a un chiffre quand même. Ces contenus publiés sont en nette croissance. Il y a une hausse donc de 25% entre 2024 et 2025. Seulement en un an. C'est une étude d'une agence en marketing qui a étudié ce phénomène. Ça, comment on l'explique, Tristan, notamment cette augmentation fulgurante en un an, là seulement? Oui, il y a plusieurs facteurs, clairement. Alors, bon, il y a évidemment les plateformes sociales et leurs algorithmes qui sont de puissants accélérateurs de ces discours un peu marginaux et peut-être radicaux pour certains. Moi, je pense qu'il y a une date qui est assez importante, qui est probablement le moment Covid, qui a dû être un grand moment d'accélération, notamment avec l'inquiétude que tous les parents ont eue, question qu'on a pu se poser sur la vaccination de nos propres enfants sur cette période Covid, avec une défiance qui a commencé à s'alimenter et surtout des influenceurs qui ont profité de ce moment de trouble et d'inquiétude, notamment des parents durant le Covid, pour probablement capter une part de marché de cette inquiétude que peuvent avoir effectivement tous parents, nouveaux parents quand on a des enfants. Alors de quoi on parle? On va vraiment vous le dire parce que notre collègue journaliste à la cellule des vérificateurs, Félicia Sideris aussi, a enquêté sur le sujet. Sur TikTok par exemple, une femme qui explique que le sucre présent dans une part de brioche aurait suffi à rendre sa fille hyperactive et qu'elle a donc adopté un comportement de junkie. Une autre partage sur Instagram ce raccourci trompeur, on peut le dire, selon lequel quelques compléments alimentaires permettraient de lutter contre l'infertilité. C'est vrai que ce sont des contenus qui apparaissent de toutes parts. Il faut faire attention, Marie, parce qu'en fait, derrière, on le voit, il y a un objectif qui est mercantile, en fait, finalement. Faire le plus de vues possible et avoir du financement et, en fait, monétiser ces contenus. Souvent, c'est ça, quand même. Oui, tout à fait. Les influenceurs en parentalité, c'est un métier. Ce ne sont pas des personnes qui font ça forcément pour passer le temps. Ils en vivent et, par conséquent, pour générer de l'engagement, pour avoir une diffusion de leurs idées, pour être vus par les marques, ils sont tenus à avoir des discours qui sont quand même assez clivants ou caricaturaux. Le but n'est pas tellement de dire des choses exactes, mais plutôt de générer des interactions, donc de l'indignation. Et l'indignation, on sait bien que c'est excellent pour diffuser les contenus. Oui, parce que parfois, ils n'y croient pas. On peut se non, dire, clairement, aussi, je pense que parfois, ils n'y croient pas toujours. Alors, c'est un business juteux. En effet, on va vous le montrer avec quelques chiffres. Pour 47% des parents influenceurs, eh bien, cette activité, c'est devenu leur seule principale source de revenus. Ça, c'est une étude qui a été réalisée par l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Et quand on veut illustrer vraiment l'aspect financier, regardez ces autres chiffres. Ces travaux qui dévoilent que 4% d'entre eux gagnent même plus de 50 000 €
par mois. Donc c'est quand même énorme, on se sent bien. Et puis il y a aussi un intérêt pour les marques. Ça, il faut en parler parce que souvent en termes de marketing, ils font ce qu'on appelle des placements de produits, ces influenceurs. Donc là aussi, parfois, les marques quand même jouent peut-être un double jeu. Oui, tout à fait. Alors, quand il s'agit de faire des placements de produits pour des vêtements, ça n'a pas beaucoup de conséquences. Par contre, là où ça devient compliqué, c'est quand derrière, il y a des placements de produits on va dire, pseudo-santé, des compléments alimentaires, des produits de ce type. Là, c'est vraiment un problème puisque ça a un impact sur la santé des personnes qui peuvent regarder ce contenu. Voilà, c'est ça, parce que certains sujets peuvent être peut-être anecdotiques. Il y en a qui ont quand même une conséquence dangereuse. Autre influenceuse, Nina Mar, elle s'appelle. Alors elle remet régulièrement en cause la vaccination, notamment celle contre la coqueluche. Elle dit que ça ne servirait à rien. Il faut quand même savoir que rien que l'an dernier, on la voit ici, 13 nourrissons sont quand même décédés de cette maladie qui est contagieuse, faute justement d'immunité et de vaccination. C'est là, Tristan, où c'est assez scandaleux d'ailleurs et que ça peut être parfois inquiétant pour la santé. Ça a des conséquences sur la santé et la santé de nos enfants. Clairement, là on le voit, si on ne vaccine pas ses enfants, on les expose potentiellement à des maladies qui peuvent être absolument dramatiques. Et c'est une mouvance qui est assez globale et assez générale. Il suffit de voir ce qui se passe aux États-Unis, les politiques vaccinales, et notamment auprès des plus jeunes, qui est remise en cause. Là, on a des discours qui d'ailleurs ont été identifiés, épinglés par la Miviludes, qui relèvent presque de dérives sectaires, qui peuvent avoir des conséquences évidemment sur la santé des plus jeunes. Là, on a encore une fois un symptôme de survisibilité de discours qui sont très très marginaux, mais qui arrivent à atteindre énormément de gens à travers cette membrane que sont les réseaux sociaux et les algorithmes qui vont avec. C'est ça. Et il ne suffit pas forcément à des sources scientifiques. Justement, Félicia, qui est journaliste à la cellule des vérificateurs, elle a enquêté sur ce sujet, avec notamment des scientifiques de l'INSERM. Et surtout, quand elle interroge certaines sources, certains influenceurs, d'autres disent on ne perd pas de temps à faire en fait, des bibliographies on ne va pas perdre son temps à aller voir justement les archives scientifiques, les études scientifiques. C'est là où en fait ça pose problème. C'est-à-dire qu'ils nous racontent certains n'importe quoi. Oui, complètement, parce que lire ces études scientifiques, c'est complexe. Déjà, on n'y a pas toujours accès quand on n'est pas scientifique. C'est des bases de données particulières. Il faut être capable de dégager les publications qui sont les plus significatives ou qui vraiment rassemblent des masses de données, ce qu'on appelle les méta-analyses, pour avoir une idée globale d'un sujet de santé. Et c'est pas à la portée de tout le monde, malheureusement. Et puis, ça demande énormément de travail. Ça va très vite de diffuser une fake news, mais par contre, pour revenir dessus, c'est beaucoup de travail et c'est complexe et c'est long. C'est pour ça que vous avez une approche très scientifique, que vous l'avez voulu scientifique sur ce sujet, sans donner de leçons d'ailleurs, parce que l'idée, on va le voir, c'est vrai que chaque enfant est différent, chaque parent fait ce qu'il peut, il fait au mieux, mais au moins vous donnez des clés qui sont plutôt des clés scientifiques. C'est-à-dire que parfois, tout à fait, oui, il y a certaines publications qui sont montées en épingle pour aller appuyer tel ou tel discours. Et le but de l'ouvrage, c'est de montrer que c'est pas forcément aussi simple que ça. Parfois, il y a des choses qui sont vraies ou qui sont partiellement vraies ou qui sont déformées ou sorties de leur contexte. Et c'est ça qu'il faut que les parents sachent, parce que rien n'est simple. Et dans le domaine de l'éducation et de la santé, rien n'est jamais simple et lié à un unique facteur qu'on pourrait isoler. Et on se rend compte quand même que ce sujet de l'éducation, Tristan, il polarise un peu la société. Et certains s'en rendent compte. On est allé aussi voir le compte d'un papa influenceur qui, lui, à un moment d'ailleurs, reconnaît qu'il s'est rendu compte que pour que ses contenus fassent des vues, il le dit, je me suis rendu compte qu'en fait, pour attirer le plus de trafic sur ma page Instagram et donc faire le plus de vues possible pour augmenter sa monétisation, eh bien, il fallait que je sois dans les extrêmes, dit-il. Il faut que je caricature mes propos. D'ailleurs, on peut le dire, il l'a avoué, il ne le fait plus, mais il s'en est rendu compte et il l'a exprimé à sa communauté, à ses followers, qui sont nombreux d'ailleurs. Mais ça polarise quand même, c'est terrible ce sujet de l'éducation. Oui, alors d'autant que les personnes qui vont chercher de l'information en ligne sont souvent des personnes qui sont par nature dans une posture de questionnement, pris par une certaine anxiété. Évidemment, si on fait cette démarche d'aller chercher de l'information parce qu'on est anxieux, c'est probablement la pire du mode opératoire pour accéder à de l'information. Il faut mieux y aller poser, calmement, etc. Quand on y va, effectivement, et qu'on doute, et qu'on a peur, et qu'on est inquiet, ce qui est le cas de beaucoup de parents quand on commence une parentalité, évidemment, en ligne, on va être exposé à des contenus qui, évidemment, vont choquer. Et
clairement, si les premiers contenus que vous voyez passer sont des alertes gravissimes, peut-être vitales, hein, qui vous sont exposées, même si elles sont fausses, si elles sont décontextualisées, franchement, arriver à avoir une armure de protection et ne pas être, tenté de cliquer pour voir quels seraient les potentiels problèmes que pourrait avoir mon bébé, franchement, il faut être solide. Oui. Et on ne l'est pas tous. Et clairement, moi-même, si j'étais exposé, je voyais une vidéo qui m'alertait de façon caricaturale sur des dangers majeurs, sur comment je dois faire endormir mon enfant sur le dos ou sur le ventre, et que les risques sont vitaux, instantanés, graves et majeurs, je vais cliquer. Évidemment que je vais cliquer. Et ça, c'est tout cet écosystème, ce business repose évidemment sur ce type d'inquiétude. Jordan, une question. Existe-t-il des parents influenceurs qui sont quand même de bonne foi, qui ont un discours solide, ou alors forcément les réseaux sociaux pervertissent leur discours? Non, je pense que ça dépend beaucoup, c'est extrêmement divers. Il y a des parents influenceurs qui partagent simplement leur quotidien, et ça peut être aussi très déculpabilisant pour certains parents qui se rendent compte qu'on vit tous les mêmes galères et les mêmes questionnements. Mais je pense que ça dépend aussi du niveau de monétisation du compte, malheureusement. Et c'est un peu ça qui va déterminer l'authenticité et la sincérité du compte que l'on suit. Alors vous avez peut-être vu ces vidéos quand je parlais de polarisation de la société, vous savez, donc ce mouvement d'éducation positive, et on voit je suis une maman Montessori, et puis là d'un coup est devenu un autre mouvement qui est monté, c'est moi je suis une maman Ghettosori. Donc à l'inverse, c'est-à-dire l'éducation positive, on ne gronde jamais son enfant, et donc là il y a eu un espèce de contre-pied de mamans qui sont un peu rebellées en disant moi je suis Ghettosori, donc quand il pleure je le laisse tranquille dans son coin, ou j'y vais pas, ou je le gronde, en fait j'assume de gronder. Ça c'est assez intéressant de voir justement là encore une fois comment ça a polarisé la société. Les mamans Montessori ou t'es une maman Ghettosori, quoi. Éducation positive ou pas? Oui, alors il y a un peu une confusion entre le terme d'éducation Montessori, qui au final est vraiment une visée éducative, hein, et l'éducation positive, parce que souvent il y a convergence des deux chez les parents influenceurs. Mais ce que vient dire effectivement ce mouvement Ghettosori, c'est un espèce de ras-le-bol de ces injonctions permanentes qui pèsent sur les épaules des parents, sur absolument tous les points de la vie de leur enfant, et au bout d'un moment c'est trop. Enfin, on ne peut pas passer son temps à se contrôler en permanence. Il faut aussi laisser une part d'instinct et de naturel dans la relation qu'on a avec son enfant. Et après, c'est vrai que les conseils scientifiques, on en parlait tout à l'heure, mais de mettre son enfant sur le dos ou sur le ventre, ça change. Voilà, mais ça a changé dans les années 80, 85, notamment d'une année sur l'autre. Il fallait le mettre sur le dos, il fallait le mettre sur le ventre. Ça évolue. C'est vrai qu'on pense à cette femme, on va montrer cette photo de Françoise Dolto à l'époque. Donc ça, c'était vraiment en la matière. On disait, puis c'est vrai que quand on écoute aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'elle peut dire, forcément, il y a aussi une évolution dans l'air du temps. C'est important de prendre ça en compte, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on applique les conseils de Françoise Dolto, mais on n'est pas sur la même époque. On ne peut pas mettre les lunettes d'aujourd'hui pour regarder le passé. Exactement. Donc là aussi, il faut faire attention. Mais on peut se demander, se dire forcément que c'est un petit peu parfois confusant. Et puis j'ai envie de vous montrer aussi réaction de Pierre Ninet, l'acteur qui avait été interrogé sur ce sujet, qui dit « J'en ai marre, voilà, les conseils préfabriqués, ça me rend fou, ça se répand tellement sur les réseaux sociaux, chaque enfant est différent, il n'y a pas une seule manière de faire ». C'est le conseil qu'on peut peut-être donner aussi aux parents, avec ce côté garder une part d'instinct, c'est important, et puis chaque enfant en effet est différent. Complètement, parce que on a tous très envie de se dire qu'il y a une solution magique pour régler un problème avec notre enfant, et ça serait vraiment super, hein. Moi la première, j'aimerais beaucoup, mais c'est pas la réalité. La réalité, elle est complexe, donc il faut s'adapter, il faut se laisser le droit d'improviser dans la relation à l'enfant, et c'est pas du tout grave. Voilà, c'est pas grave, vous faites comme vous pouvez. C'est ça l'idée, c'est la philosophie qu'il faut adapter. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de vous dire ce matin. Le guide anti-fake news sur la parentalité, ça vous donne quand même des conseils, une approche scientifique justement pour réfléchir. Vous pouvez piocher dedans, c'est très intéressant. Merci beaucoup Marie Chétry d'avoir été avec nous.